Bonjour à tous, bienvenue pour le deuxième épisode du podcast Club Padel. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Adrien Dandois. Donc Adrien Dandois est actuellement joueur, on dit comment, semi-pro, pro, c'est... Amateur, tu peux rester amateur. Sur C'est vrai qu'au padel, quand on est 50e français, on est encore amateur. Donc il est 58e joueur français, meilleur classement 43 si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Tu viens de remporter il y a pas longtemps un P1000 à Chantilly avec Julien Serin. Ouais. Je t'en prie, présente-toi et explique un peu qui tu es. Alors, Adrien Dandois, j'ai 29 ans, je suis chirurgien dentiste, donc je suis dentiste à Douai depuis 6-7 ans maintenant. Je travaille avec mon père et mon frère qui sont aussi fans de padel, donc on partage pas mal de choses en commun. Je suis marié, j'ai une fille qui a 2 ans et demi, et puis voilà, je joue au padel depuis une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années ? Ouais, une dizaine d'années. Là, on est 2020. Ouais, j'ai commencé en 2016, donc il y a 9 ans. Ok. Et on va reprendre les bases. Avant le padel, tu as commencé par le tennis comme beaucoup de personnes. Ouais. Donc tu peux nous dire un petit peu à quel âge tu as commencé le tennis, quel classement tu as joué, un petit peu ta carrière tennistique, on va dire, avant de te lancer dans le padel. J'ai commencé par le baby tennis, donc à 3-4 ans. Mon père a été zéro au tennis, donc il a eu un bon niveau. Donc il nous a mis au tennis, on a accroché. J'ai été jusqu'à 2-6, je pense, vers mes 23-24 ans. Et progressivement, le padel est rentré dans l'histoire et j'ai réduit progressivement le tennis. Et j'ai augmenté la dose de padel jusqu'à arrêter totalement le tennis. Je rejoue encore pour le fun de temps en temps, mais... Plus de tournois, plus rien. Non. La compétition que padel. Occasionnellement. Ça marche. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, le padel, c'était pas encore super populaire. Comment tu as connu le padel ? Comment c'est arrivé ? Il y a eu un super centre à l'Équin, à Padel Attitude, qui avait, si je dis pas de bêtises, une petite dizaine de terrains, 9 ou 10, avec une super ambiance, un club privé très sympa, et qui a un peu tenu tout le Nord, tous les joueurs de padel du Nord pendant longtemps, jusqu'à la fermeture au moment du Covid. Et donc c'est comme ça que j'ai connu le padel via un copain qui jouait là-bas, et puis à force l'ambiance du padel et le fun du padel t'amène dedans, quoi. Et du coup tu faisais aussi des compétitions, tu devais aller peut-être loin, ou alors c'était vraiment que du padel plaisir à l'époque où t'allais jouer avec tes potes à l'Équin? Ouais, au début c'était surtout padel plaisir parce que je faisais du tennis à côté. J'ai commencé à faire des déplacements, je pense à partir de 2019, où bouger un peu plus au bout de 3-4 ans de padel, où là je commençais à bouger un peu plus en dehors des Hauts-de-France. Parce qu'à l'époque en Haute-France t'avais pas plus de tournois que ça, j'imagine. Enfin, c'était pas encore démocratisé au point de trouver des tournois facilement comme aujourd'hui. Il y en avait, mais j'avais pas le niveau aussi à l'époque pour aller me déplacer dans toute la France. Je faisais des tournois régionaux et c'était bien. Et puis je pense que ça doit être vers 2019, j'ai commencé à aller un peu plus loin. Je jouais avec Julien Serin qui a maintenant sa chaîne YouTube, etc. On avait fait quelques tournois avec d'autres copains aussi. Et après, ça m'a permis de faire des tournois nationaux. Lui a continué sa carrière, est devenu joueur professionnel, et le trou s'est bien creusé. Mais on continue à être en contact de temps en temps. Et depuis, j'ai continué à jouer à l'échelle française avec des partenaires divers et variés. Déjà, c'est avec lui que tu as gagné le P1000. Ouais, avec lui en interclub aussi, donc il y a quand même une... J'étais bien aidé, mais ouais, ça fait plaisir. Et du coup, tu as parlé un petit peu du fait que tu t'es dirigé vers le padel. Et à partir de quel moment tu t'es dit, tiens, le padel, il y a un truc, je vois que je suis fort, je vais vraiment m'investir dedans, aller faire des tournois? C'est vraiment arrivé progressivement? Ou il y a un moment où tu as eu un déclic, tu dis, là, je vois que je suis au-dessus de la moyenne et je peux faire quelque chose là-dedans? Je pense assez progressivement, mais il y avait quand même cet aspect où au tennis, j'avais un jeu un peu atypique, où j'aimais bien faire des chops, même en coup droit. J'aimais bien être à la volée, j'aimais bien jouer malin, mais pas forcément avec la meilleure technique pour les joueurs de tennis. Le joueur classement. Le joueur chiant qui a une bonne vision de jeu, plutôt un bon sens tactique, mais je me trouvais pas forcément très doué techniquement par rapport à des joueurs de ce niveau-là. Par contre, je savais être malin, et dans le toucher de balle, c'était plutôt un domaine que je maîtrisais. Et donc, du coup, je trouve que le padel correspondait plutôt bien à mes qualités. C'est clair, la patience, construire le point, réfléchir, c'est vrai que c'est des vertus qui sont importantes dans le padel. La patience, ça a longtemps été ma qualité au tennis, 2 mètres derrière la ligne. Bon, ça va au padel, t'es bien alors. Et du coup, j'avais une question aussi par rapport à ça. Est-ce que pour toi, le tennis t'a plutôt desservi ou servi dans la transition? Parce qu'il y a des joueurs qui sont peut-être plus bourrins, qui ont du mal à s'adapter. Mais toi, par rapport à ce que tu m'as dit, je pense que du coup, toutes tes qualités au tennis étaient bien pour le padel. Donc j'imagine que c'était plus un point positif. Ouais, ça m'a énormément servi à la volée, dans le jeu technique de base, mais par contre derrière, comme tous les meilleurs joueurs français te diront,
au bout d'un moment, ça te dessert un petit peu parce que tu as plein de mauvaises habitudes de faire des gestes amples, par exemple, qui te desservent pour passer un cap vis-à-vis des tout meilleurs. Ou les tout meilleurs, par exemple espagnols ou des choses comme ça, qui sont les meilleurs globalement, eux ont directement appris avec les bonnes bases techniques, savent faire des gestes courts, savent mettre des temps de pause dans leur jeu pour vraiment maîtriser le timing de la partie. Chose que les joueurs de tennis, on a un peu plus de mal à faire. Vraiment gérer le tempo du match ou gérer la vitesse de jeu, c'est difficile pour un joueur de tennis. On a tendance à vite jouer, vite, tout le temps vite. Et changer le tempo, c'est vraiment dur et ça part d'une bonne technique. Et en faisant du tennis, ça nous donne quelques limites aussi à ce niveau-là. Il t'a fallu combien de temps, toi, tu penses, à peu près, pour vraiment faire une vraie transition et aujourd'hui être un vrai joueur de padel et avoir gommé tous ces petits aspects négatifs du tennis C'est compliqué à dire. Je pense que quand j'ai commencé à arrêter complètement le tennis, de plus avoir mes mauvaises habitudes du tennis, parce qu'à un moment donné, je faisais les deux en même temps, donc tu gardes quelques mauvaises habitudes, mais c'était vraiment très progressif. Et encore maintenant, j'ai toujours plein de défauts liés au tennis, je pense. Je pense que c'est quelque chose qui est resté un peu ancré et il aurait fallu que je fasse que du paddle depuis mes 4 ans pour réussir à faire ça. Et c'est pour ça que je suis limité dans le paddle au bout d'un certain niveau, comme beaucoup de joueurs français. Vu que le paddle, ça a 10 ans, les joueurs qui commencent le paddle français à 10 ans, c'est des joueurs qui sont formés jeunes il y a 10 ans, qui commencent maintenant à rivaliser avec les tout meilleurs. Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses qu'avec l'effervescence du paddle actuellement, c'est pas encore très développé, je pense, chez les jeunes, mais ça arrive de plus en plus, des très jeunes joueurs qui se mettent au paddle. Tu penses qu'on pourra rivaliser du coup avec ces grandes nations-là d'ici, je sais pas, on va voir large, d'ici 15 ans, le temps que ces jeunes se développent? Même avant, je pense, parce que là déjà, on a des joueurs qui ont maintenant 15-16 ans, qui ont baigné dans le paddle quasiment depuis le début, et qui commencent déjà, là, je trouve que je l'ai vu particulièrement en 2024 cette année, où beaucoup de jeunes commencent vraiment à avoir un niveau top 30 français à 15-16 ans. Et on a des joueurs entre 15 et 18 ans qui commencent vraiment à être très forts. Donc je sais pas, je pense que déjà dans 3-4 ans on verra des Français dans le top 50, c'est sûr, parce qu'il y a quand même des grosses structures d'entraînement pour les joueurs de haut niveau. Et avant les 15 ans que tu évoques, plutôt 3-4 ans, je pense qu'on aura des joueurs dans le top 50. C'est vrai que on suit tous le premier padel, etc. Mais en tout cas chez les hommes, même chez les femmes c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais chez les hommes il n'y en a aucun, on va dire, vraiment dans le premier padel qu'on va voir dans les 8e, quarts de finale. Et c'est vrai que peut-être même pour les jeunes, il manque ce truc où ils peuvent s'identifier à un Français qui performe. Et je pense que... Mais clairement, ça va faire partie du processus pour que le padel continue à attirer les foules en France. C'est que va y avoir, quand tu auras des têtes d'affiche qui feront des quarts, des demi-finales, des majors, etc., c'est sûr que ça fera une différence. Là, on a une génération de joueurs qui jouent très bien, mais qui ont commencé pour la majorité soit par le tennis, soit ils ont commencé un peu sur le tard. Donc ils ont forcément des limites liées à ça, même si on a quand même je crois 4 ou 5 joueurs dans le top 120. On sait globalement entre 100 et 120, mais on a quand même déjà des très bons joueurs. Ouais, ça arrive, c'est clair. Je reviens un petit peu sur ce que tu disais sur le tennis, ta façon de jouer, etc. Là, au padel, tu es un joueur de gauche, alors que quand tu dis ta façon de jouer, c'est poser le jeu, etc., ce qu'on dirait peut-être plus au padel à un joueur de droite qui va essayer de construire, beaucoup réfléchir, un joueur de gauche qui sera plus à la finition. Mais pourtant, tu es quand même joueur de gauche au padel. Qu'est-ce qui t'a fait, du coup, choisir le côté gauche ? Au début, quand t'es tennisman et que t'as une bonne volée de coups droits, t'es mieux à gauche. C'est clair. Parce que tu peux taper, faire ce que tu sais faire. Quand tu passes un cap en niveau, moi j'ai continué à m'entraîner là. Donc même quand tu veux passer à droite, c'est difficile parce que t'as des années de retard d'entraînement. C'est pas le même sport à droite et à gauche. Mais justement, vu que tu en parles, je joue de plus en plus à droite à l'entraînement en ce moment parce que je sens que j'ai peut-être, en tout cas à haut niveau français, j'ai plus peut-être de potentiel à droite qu'à gauche. Mais autant avant j'aimais pas jouer à droite, autant maintenant beaucoup plus. J'aime plus parce que quand tu joues à droite et que tu joues avec un joueur moins fort à gauche ou moins agressif que toi à gauche, à droite tu peux très facilement être mis au frigo et tu joues pas beaucoup de balles. Ouais. Alors que à gauche tu sais que tu vas pouvoir jouer, beaucoup courir, quoi qu'il arrive, quel que soit ton partenaire. Donc le joueur de gauche,
Je pense que c'est un poste plus facile d'être joueur de gauche que d'être joueur de droite. Plus par facilité, je pense. Ok. Et on en avait déjà aussi parlé la dernière fois, c'est que t'as pas de partenaire fixe. Tu varies souvent aussi les partenaires en tournoi. Est-ce que le fait aussi de vouloir jouer à droite, ça te permet d'être beaucoup plus flexible et de pouvoir jouer à gauche ou à droite selon le partenaire et les tournois, ça te permet plus de possibilités en tout cas dans les choix de partenaires, j'imagine. Complètement, oui. J'ai joué 1 an avec Paul Forichon qui est maintenant mieux classé que moi maintenant. On joue un peu moins ensemble en ce moment. Donc le fait de m'entraîner à droite, ça me permet de pouvoir jouer avec plus de joueurs différents, des joueurs de gauche comme des joueurs de droite. Et aussi de m'améliorer des deux côtés, histoire de pouvoir jouer des deux côtés. Mais... Ça marche. Et du coup, on l'a dit, tu es dans le top 50 français, tu as récemment gagné ton premier P1000, donc c'est des steps que tu franchis au fur et à mesure. C'est quoi pour toi cette saison et les saisons à venir? Est-ce que tu as des objectifs, vraiment des buts que tu t'es fixés? Ouais, l'objectif principal, je vais pas avoir l'ambition, des grosses ambitions, c'est surtout de réussir à conserver ce classement-là, parce que chaque mois, il y a de plus en plus de compétiteurs dans le paddle. Donc chaque mois, quand tu gardes ton classement, c'est comme si tu avais progressé. Donc de rester dans les 70 premiers dans les prochaines années, ce serait un bel objectif. Mais on se rend compte qu'au bout d'un moment, ça passe pas que par le terrain, ça passe aussi par un peu de prépa mentale, un peu de prépa physique. Faut amener d'autres choses parce que tout le monde progresse et il faut réussir à progresser au même rythme. Donc, Et du coup, tu es accompagné sur tous ces pans-là? Tout ce qui est prépa physique, prépa mentale? Ou c'est des choses que tu fais en autonomie? Ouais, je me laisse un peu de temps pour faire de la prépa mentale avec un coach et de la prépa physique parce que j'ai un copain du lycée qui est préparateur physique à Douai, juste à côté de chez moi, donc qui me fait depuis 3-4 mois des séances personnalisées pour progresser pour le paddle. Ouais. En parlant de toute cette masse d'entraînement, que ce soit mental, physique, tactique, technique, faut dire que t'es dentiste, t'es papa, t'as ta vie de famille, t'es aussi joueur qui fait beaucoup de déplacements parce que t'as un très bon niveau dans le paddle français. Comment tu fais pour réussir à concilier la vie de famille, la vie pro en tant que dentiste qui te demande beaucoup de temps, plus tous les entraînements, plus les tournois à l'autre bout de la France? C'est pas facile. Après, l'avantage de mon travail, c'est que je suis en libéral, donc je peux faire mon planning comme je le souhaite. J'ai un peu organisé mon planning pour pouvoir avoir du temps avec ma fille et ma femme. Après, c'est vrai qu'il y a très souvent les samedis et le week-end, je suis pris. Mais grâce au fait que je dégage du temps en semaine pour être disponible les midis, certaines après-midi et le soir, on a trouvé un bon équilibre de famille comme ça. Et puis il faut dire aussi que ma femme à côté est top pour ça. Elle sait que j'en ai besoin de cet équilibre-là et elle m'encourage dans ce sens, même si elle est contente quand je suis là les week-ends. Et là, c'est vrai que ça fait un mois et demi qu'il n'y a pas eu trop de tournois. Et ça fait du bien de faire des pauses de temps en temps pour se retrouver plus régulièrement, quoi. Carrément. Et du coup, tu t'arriverais à me faire une semaine type pour toi? Genre une semaine type, c'est quoi en termes avec les entraînements lundi, mardi, mercredi? Le lundi, je bosse jusqu'à 14h. Je fais une matinée assez intense. Et après, le lundi après-midi, souvent j'ai prépa physique jusqu'à 16h. Après, la soirée est à la maison. Le mardi, je fais ma journée pleine au travail, donc c'est travail toute la journée. Je rentre le midi pour manger avec ma femme. Et le mercredi, pareil, je rebosse jusqu'à 13-14 heures le matin, donc grosse matinée. Et puis là, c'est après-midi pour ma fille, donc le mercredi après-midi, ma fille n'est pas à la crèche, donc on passe l'après-midi ensemble avec ma femme et ma fille. Mercredi soir, on a régulièrement un entraînement à Paddle Campus Arena, où on s'entraîne avec tout un groupe de copains du top 500 français globalement, où on fait des parties, etc. On s'entraîne régulièrement le mercredi soir. Jeudi, à nouveau, une journée complète de boulot, donc en rentrant le midi, mais une journée complète de boulot, en général pas de sport le jeudi. Et puis vendredi, je bosse que le matin, donc je fais pareil une grosse matinée jusqu'à 13h. Et en fonction des week-ends, soit le vendredi, je pars en P2000 ou P1500, parce qu'il faut partir de la veille. Soit sinon c'est soit entraînement physique ou entraînement ou à la maison, faire un peu de compta, des choses comme ça, quoi, tout l'administratif du cabinet dentaire le vendredi après-midi. Donc en termes de charge d'entraînement, raquette en main, c'est un entraînement par semaine? C'est que le mercredi? Ou tu touches vraiment la raquette? Entraînement pur, je pense
1 ou 2 entraînements. Ouais. Physique, 1 ou 2. Et puis après, bon, on peut considérer que les tournois le week-end où tu fais 3-4 matchs, j'essaye de le prendre comme du temps d'entraînement aussi, même si c'est parfois compliqué de mettre en place des choses en tournoi, parce qu'on a tendance vraiment à se baser sur ce qu'on sait faire et pas forcément faire de révolution dans notre jeu. Mais ça dépend un petit peu. Il y a des moments où j'axe plus sur le padel, un peu moins de physique, et d'autres semaines où il y a un peu moins de tournois prévus, j'axe un peu plus sur le physique, etc. J'essaie de faire un peu en fonction. Ok. Et là, sans parler de toi, mais plus du padel en général, donc on est du Nord, nous, on n'a pas forcément eu beaucoup de clubs. Quand tu dis il y a 10 ans, c'était très méconnu, peu de personnes jouent au padel. Et là, aujourd'hui, on voit des clubs qui fleurissent à gauche, à droite, c'est super facile de trouver des tournois. Et encore, à niveau P100, surtout P100, les tournois sont bouchés. On sort le tournoi à midi 5, il n'y a plus de place à liste d'attente. Ouais. Comment tu vois, toi, l'effet de mode, entre guillemets, padel, qui est en train d'exploser? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Toi qui as connu, qui est passé de rien, entre guillemets, en termes de développement, surtout dans la région, à des clubs tous les 10 km? Pour l'instant, il y a trop de joueurs, pas assez de terrain, donc c'est une situation assez confortable pour les clubs parce qu'ils trouvent facilement des clients. Là maintenant on a une demande énorme, donc il y a des clubs qui vont ouvrir de partout et on voit plein de projets qui ouvrent. Là juste à côté de chez moi on a un club, on en parlait tout à l'heure, qui va avoir 11 terrains qui vont arriver, donc je pense que ça va. Là à un moment donné, quand il y a trop de demandes, il faut que l'offre elle augmente. Après il faudra voir comment l'équilibre se fait, mais il va y avoir un peu d'effet yo-yo entre l'offre et la demande. Mais là on a besoin de terrain, là je pense il manque un petit peu de terrain pour que ça se développe, pour que ça continue à se développer. Et on sait en Espagne déjà, le padel a dépassé depuis quelques années le tennis en termes de licenciés, pratiquants. Est-ce que tu penses que dans un futur proche, c'est quelque chose qui pourrait aussi arriver en France, que le padel surpasse le tennis, ou il faut encore un petit peu de temps avant d'arriver à ce niveau-là? J'en suis sûr que ça va dépasser le tennis, parce qu'il n'y a pas de raison que ça fasse différemment qu'en Espagne. On a juste 10 ans de retard, donc peut-être que dans 10 ans, ça le dépassera. Mais il faut le temps que les structures se montent, que les centres de formation se fassent, qu'il y a plein de choses à mettre en place pour que ça se fasse, mais je pense que ça suit son cours progressivement, comme un sport qui a que 15 ans derrière lui, quoi. Mais quand on voit l'engouement que ça a dans tous les pays, il n'y a pas de raison que ça fasse différemment en France. Carrément. Et par rapport au tennis, Djokovic disait qu'il avait aussi peur pour le tennis parce qu'il voyait l'effervescence du padel, que ça tournait bien, que les systèmes de tournoi fonctionnaient. Et il disait qu'il y avait un truc qui clochait entre guillemets avec le tennis, qui pas arriéré, mais en tout cas qu'ils avaient du mal à se renouveler pour attirer de nouvelles personnes. Est-ce que tu ressens ça toi aussi qui as fait du tennis? Est-ce que tu as des idées de ce qui pourrait aider le tennis, ou je sais pas? Je suis pas toujours d'accord avec Djokovic, mais là je suis 100% d'accord avec lui. C'est vrai que au début le padel, quand il arrive dans les clubs de tennis, ça redynamise les clubs de tennis parce qu'il y a eu une baisse de licenciés depuis des années et des années. Là ça remonte. Pourquoi ça remonte? Parce que le padel c'est inclus dedans. Mais pour autant, si le tennis ne se modernise pas un petit peu, c'est sûr que ça va continuer à être en descente. Le côté convivial du jeu à 4 joueurs déjà qu'il y a au padel, le côté convivial des tournois où tous les joueurs sont là en même temps, à des horaires où décents, où on connaît à l'avance nos horaires de tournoi. Tennis, on savait pas 2 jours avant si on jouait à 21h ou à 18h. Quand tu as envie d'avoir une vie de famille à côté et prévoir des choses, quand tu as envie de faire autre chose de ta vie que du tennis, c'est compliqué clair. Parce que ça prend énormément de temps. Ouais. C'est moins ludique et en plus c'est au final plus chronophage, parce que le paddle, bon, ça prend du temps, mais parfois c'est tournoi vendredi soir, tu sais que t'as ton vendredi soir de prix, c'est bloqué. C'est tout, ouais. Ton tournoi de tennis, pour peu que tu fasses quelques tours, tu peux faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et t'as rien fait de ta semaine à part jouer au tennis, quoi. C'est clair. Compliqué de prévoir des choses en famille, même des vacances où on dit le tennis, le tennis c'est un peu adapté avec les TMC le week-end, où ils font des TMC qui reprennent un peu les idées du paddle, mais bon. Je suis pas sûr que ça suffise. Très loisir, je pense, TMC. Enfin, je pense pas qu'au niveau en termes de classement à seconde série, je pense pas que ça intéresse. Ils s'intéressent plus que ça au TMC. Peut-être. Mais en tout cas, pour 4e, 3e série, je pense que c'est cool. Enfin, après, tu auras toujours une base de joueurs qui n'aiment pas le padel et qui vont toujours avoir. Le tennis sera toujours un des sports principaux. Un des sports principaux d'ailleurs, même plutôt. Un des sports principaux en France et dans le monde, parce que aussi bien au niveau télévisuel
que médiatique, ça reste C'est clair. un sport majeur. Tu vois, même nous, on le voit sur les commentaires sur les réseaux. T'as les haters du padel qui viennent Bien commenter ouais, c'est pas un vrai sport, c'est un sport de gros, il y a que des gros, il y a que des vieux, tout le monde peut jouer. Ouais. Donc il y a toujours cette Ouais, je comprends. Ouais. cette masse qui est anti-padel, alors que les deux sont conciliables, je pense, mais c'est vrai Dans les anti-paddle, il y en a deux types. Il y a ceux qui n'ont jamais joué au paddle et qui ont décidé que le tennis c'était mieux, et d'autres qui ont essayé mais qui n'ont pas eu le temps d'accrocher et qui restent au tennis. Parce que c'est vrai qu'il y a une période frustrante quand on passe du tennis au paddle, parce qu'on a des attentes quand on a un bon niveau au tennis. On passe au paddle, on repart de zéro un petit peu, même si on part de la moitié de son niveau au tennis. Et il faut être un peu résilient au début pour réussir à reprendre du plaisir et passer le cap de voilà, je m'amuse à nouveau, parce qu'au début c'est un changement de sport. Il y a un côté motivant aussi où quand tu as joué des années au tennis, tu penses que tu es un petit peu capé en termes de niveau, tu as du mal à évoluer. En tout cas, moi quand je suis arrivé dans le padel, je me disais putain, ça je suis nul. Et ça laissait un champ des possibles encore plus grand. Je me disais mais là je peux m'améliorer là-dessus. Ouais. Et il y a un côté super... je sais pas comment dire, mais ça donne envie, quoi. T'as envie de t'améliorer, t'as envie de te dépasser, c'est cool. Complètement, ouais, c'est hyper motivant parce que tu repars, à la fois de repartir de zéro, c'est difficile pour certains, mais pour d'autres, ça te met toujours un challenge. Ouais, et c'est un peu ce qu'on trouve quand, moi, par exemple, j'arrive à un classement où je progresse plus, faut trouver d'autres sources de motivation pour continuer à progresser. Donc, mais ouais, c'est sûr que ça, c'est hyper motivant quand tu recommences au paddle. En plus, le système de ranking est sympa parce que tu gagnes des places au classement français tous les mois, ça évolue tous les mois. Au tennis, c'est différent, t'as un classement, tu en parles à des gens qui jouent pas au tennis, tu parles de 15-3 à quelqu'un, c'est beaucoup plus opaque que je suis temps français sur temps, c'est simple, ça parle plus aux gens. Carrément. Et bon, après il y a toujours ce côté-là où il faut dire sur combien de personnes, parce qu'on peut pas dire je suis 10 millième français, pour ceux qui connaissent pas, dire 10 millième c'est exceptionnel, alors c'est un bon classement en soi, mais c'est pas... Par rapport à la globalité, 10 millième, c'est pas le top niveau non plus, quoi, je veux dire. Et ouais, outre ça, parce que tu parlais du fait de stagner, etc., est-ce que tu penses que pour un type de joueur qui a une typologie comme toi, on va dire, t'as ta vie de famille, à côté t'as ton travail, est-ce que tu penses qu'avec ce schéma-là, ça t'empêche d'évoluer? Et par contre, bon, je sais, tu le feras pas, mais si t'arrêtais, entre guillemets, ta vie de dentiste pour te consacrer à 100% au padel, tu penses que ça pourrait te faire encore passer des caps, ou tu penses que t'es déjà capé? Non, c'est sûr que je passerai forcément un cap à faire que ça c'est évident. Alors passer un cap, oui, mais de là à en tirer plus de bénéfices que j'en tire actuellement, je deviendrai pas joueur professionnel de padel, je gagnerai pas ma vie du padel. Ce que je fais actuellement, ça me plaît. Je sais que je serai pas numéro 1 français, mais je continue à progresser plus à tout prix. C'est rentrer dans un engrenage de joueurs professionnels, et je sais à quel point, j'en connais plusieurs, c'est difficile d'être joueur professionnel, tu dédies toute ta vie à ça, pour le moindre fait et geste va t'amener à progresser, mais de 0,1%, en 0,1%. C'est pour ça qu'ils optimisent tout au niveau de leurs entraînements, de leur nutrition, de machin, parce que ils vont chercher le moindre petit truc pour progresser, comme au vélo ils vont chercher le moindre gramme, c'est ça. Mais... Surtout que ça paye pas tant que ça actuellement le padel. Déjà le padel en France, ça paye pas du tout, on va dire. Enfin, c'est compliqué vraiment d'en vivre. Même quand on voit les Tapia, Coelho, qui sont numéro 1 mondiaux, qui sont au top, enfin les cash prize à l'année, je sais plus combien c'était, mais c'est pas... Pour être numéro 1 dans ton sport au monde, ils sont millionnaires, mais ils sont pas multimillionnaires comme sont les joueurs de tennis, quoi. Et encore, je crois qu'ils gagnent moins d'1 million d'euros à l'année. Enfin, avec tous les, je crois qu'ils avaient gagné 3 quarts des tournois, et en termes de cash prize à l'année, je parle vraiment que de cash prize. Après, oui, bien sûr, avec les sponsors et tout, ça je pense qu'en sponsor, c'est surtout, en fait, au paddle, c'est surtout les sponsors qui font. Mais être numéro 1 français, c'est beaucoup plus valorisant qu'être 50e espagnol. Alors pour autant, le 50e espagnol est peut-être meilleur, mais c'est là où les Français ont un petit avantage pour les meilleurs, c'est qu'ils arrivent quand même à en vivre, parce qu'ils ont l'avantage d'être les numéros 1, 2, 3 de leur pays. Et ça leur permet de mener ces projets-là, parce qu'ils ont les sponsors derrière. Mais un joueur 100e mondial ne gagne pas sa vie juste des tournois, tournois, des cash prizes. C'est compliqué. C'est impossible. Enfin, déjà au tennis, quand on dit qu'on est 200-300, tu vois que les mecs déjà galèrent entre guillemets avec les voyages et tout, alors encore plus 100e au paddle qui est un sport émergent, c'est clair que complètement. C'est compliqué. Je pense qu'actuellement ceux qui en vivent le mieux en France,
c'est les bons joueurs qui sont influenceurs en même temps. Oui. Parce qu'ils ont toutes leurs collabs et tout. Et je pense que vraiment l'influence et l'aspect d'être quelqu'un sur les réseaux leur rapporte plus d'argent que leur performance en tournoi. Parce que c'est Bien minime sûr. les performances, les cash prizes. J'ai évoqué Julien qui a une chaîne YouTube, etc. C'est grâce à ça, c'est grâce à sa chaîne, grâce à sa notoriété qu'il finance sa saison. Parce que juste avec les cash prizes, il pourrait pas. Mais c'est top de trouver d'autres moyens pour accompagner ça. Mais bon, du coup, ça t'oblige. Il fait forcément du coup des concessions sur son temps d'entraînement, sur son temps de tournoi, etc. pour gérer tout ça à côté. Ouais. T'as des joueurs qui, pour financer ça, donnent des cours. Ils sont profs à côté. Mais tu fais des concessions sur ta qualité de tes entraînements et ta qualité de vie à la semaine de joueur professionnel pour pouvoir financer ça. Et beaucoup de joueurs du top 10 français se débrouillent comme ça. Toi, tu donnes pas de cours du tout. Non. T'as pas le temps forcément en plus non, avec tout ça. Là, je vis déjà un peu à 10 000 entre ma famille et mon taf. J'aime bien ça, je l'ai déjà fait à des copains. J'aime bien, je trouve ça sympa de donner des cours. Mais puis honnêtement, je gagne moins bien ma vie à donner des cours de tennis ou de padel que dans mon métier de dentiste. Donc je ne donne pas de cours, non. Ouais. Non. Et j'ai pas la formation pour en plus. Oui. Et tu nous parlais aussi au début du fait que tu étais rentré dans le tennis grâce à ton père, tu as joué avec ton frère. Est-ce que tu arrives encore au padel à trouver du temps pour jouer avec eux pour le plaisir ou c'est pas... Oui, Lucas, mon petit frère, il est toujours autour de 300e français. Il a été dans les 200, donc on a un niveau qui est assez proche. Parce que mine de rien, c'est pas si éloigné en termes de classement. Et on joue aussi avec mon père régulièrement. Mon père est un peu plus loin en classement. Je pense qu'il doit être entre 1500 et 2000, mais avec sa bonne base de tennis, non, on fait souvent régulièrement des parties et on s'éclate. C'est top de faire des tournois avec son frère, son père. Moi, je préfère gagner un P500 avec mon frère que d'aller faire un P2000 et de marquer des points sans forcément faire des bons résultats. Mais ça reste un plaisir avant tout pour toi. Oui, tu sais que ce sera pas toute ta vie. Exactement. T'as la chance d'être très doué et il faut que ça reste un plaisir avant. J'adore ça. Je vibre avec les matchs de haut niveau. J'adore ça, etc. Mais avant tout, je suis un joueur amateur comme tant d'autres. En parlant de joueurs de haut niveau, je t'ai préparé un petit jeu. Tu vas voir ce que c'est. C'est pour ça qu'on a ramené un PC pour le podcast. Je vais te montrer ça tout de suite. Et voilà. Alors du coup, ce que je te propose, c'est de créer ton joueur de padel parfait. Ok. Donc je t'explique. On a mis quelques catégories, Donc pour toi, qui sera le meilleur joueur en termes d'attaque au filet, défenseur de fond de piste, puissance, donc plein de catégories différentes. Je t'ai mis grosso modo le top 30 actuellement à première padel. Et t'as juste à prendre la personne que tu veux par rapport à la catégorie. Donc si tu penses que Garrido c'est le meilleur en termes de, je sais pas, de jeu de jambes, tu viens le déposer là. Mais comme tu vois, une fois que tu l'as mis, il est plus disponible. Ça veut dire que chaque personne, tu pourras les mettre que dans une seule catégorie. Tu devras faire des concessions. Si tu penses que Tapia c'est le meilleur au filet, en même temps en technique, en même temps en cardio, il faudra sélectionner qu'une catégorie. Ça marche. Tiens, je te laisse du coup la souris et si tu peux en même temps expliquer un petit peu tes choix et voilà. Ok. Écoute, je vais commencer par... je commence par en haut ou tu t'en fiches ? Comme tu veux, il n'y a vraiment pas d'ordre. En termes de mentalité, je pense que ça va être assez simple. Je pense que Bella, ça a été une référence là-dessus. A toujours eu un comportement exemplaire et il a été numéro 1 mondial pendant des années. Donc, en termes de mentalité, il est au top. C'est vrai que t'as de la chance parce que j'ai mis que des joueurs actifs et j'ai quand même rajouté Bella au cas où. C'est sympa, tu m'as dit. Je me suis dit, j'ai quand même mis Bella parce que ça reste quelqu'un d'important. Après, en termes de jeu de jambes, j'hésite un peu entre... il y en a beaucoup, mais je pense que par rapport aux autres catégories, je pense qu'en jeu de jambes, je mettrais Stupazu, Stupa il m'a vraiment beaucoup impressionné dernièrement. Je trouve qu'au niveau des jambes, il va vraiment extrêmement vite. On aurait pu mettre aussi John Sands, un petit peu moins bien classé, mais qui est aussi monstrueux. Alors où est-ce qu'il est Stupa ? Je le retrouve pas. Où est-il caché ? Ah, il est là. Surtout qu'en ce moment, avec Libron, ça performe plutôt bien. Il va tellement vite. Deux finales, dont la deuxième qu'il a pas pu jouer parce qu'il était blessé. Mais ça joue bien. Du coup, je pense qu'en termes de cardio, là, effectivement, je mettrais bien John Sands parce que je trouve que vraiment ce joueur, il met une intensité physique et toujours, il a vraiment 3 poumons, ce joueur. Et il va très très vite, parfois même un peu trop vite, je trouve. Quand il n'est pas encore réglé, il a tendance à aller un peu vite sur les jambes, mais bon, il est vraiment très très fort. Techniquement parlant, je pense que la perfection pour moi ça reste Tapia, ou dans tous les secteurs de jeu c'est lui qui est le plus je suis d'accord, qui est le plus complet, c'est impressionnant, il sait tout faire en fait, il n'y a pas vraiment de point faible, c'est clair.
Tactique, coup d'œil. Je suis pas fan de LeBron, mais je trouve qu'il a un très beau coup d'œil. Après, pour le beau jeu, je pense qu'au niveau du coup d'œil, un petit Tolito qui en ce moment performe bien, il a un sacré coup d'œil. Alors, je sais pas si tactique et coup d'œil, c'est peut-être très légèrement différent. Je pense qu'en tactique, LeBron est meilleur. En coup d'œil, je t'autorise à en mettre 2. Je vais mettre un pour la tactique et un pour le coup d'œil. Tolito pour le coup d'œil et LeBron pour l'aspect tactique où il a une belle vision du jeu. Après, en puissance, je pense que c'est assez simple de dire que Koyo, quand on voit les baradas qu'il envoie, ça peut jouer avec Galan, non Ouais, mais Galan, je le mets devant pour attaquant enfilé. Ouais. Je trouve que Koyo, il n'est pas toujours souvent enfilé, il est plus souvent demi, et alors, il est monstrueux dans cette position-là. Mais je pense que Koyo est plus puissant et que Galan est en attaque encore plus complet. Il a un smash encore meilleur que Koyo. Le smash de Galan est plus lifté, plus kické. Koyo, je trouve qu'il représente plus la puissance, mais bon, ça s'entend pour les deux. Carrément. Après, défenseur de fond de il faut faire des choix de toute façon. Défenseur, on va aller sur Chingoto, hein, c'est le meilleur défenseur, je pense, centre de doute. Dineno pourrait être le numéro 2, je pense que ça fait partie des deux joueurs les plus forts là-dessus. Et enfin, attaquant, avec les joueurs qui me restent, je pense que Galan a sa place. Carrément. Un des meilleurs attaquants. Les meilleurs attaquants du monde. Et en parlant de joueurs pro, toi, est-ce que tu as une paire que tu apprécies plus que les autres, que tu apprécies regarder ou... Oui, moi je suis pour Koyo et Tapia. Ouais. C'est Koyo et Tapia. Des joueurs qui... J'aime beaucoup l'énergie positive qu'arrive à amener Koyo tout le temps. Tapia a parfois fait des choix bizarres et Koyo est toujours à dire c'est bien, bravo, continue à faire ce que tu as fait. Et d'un point de vue mental, c'est monstrueux parce que ça met ton partenaire dans les meilleures dispositions pour les prochains points, pour les prochaines échéances, et ça c'est fort. Et puis Tapia, parce que c'est le joueur de paddle parfait, je pense qu'il réunit un peu tous les critères qu'on a là, parce qu'il est très complet, et puis c'est pareil, c'est quelqu'un qui perd pas la face comme peut le faire LeBron, il est toujours très respectueux, et du coup j'admire beaucoup cette paire. Et puis c'est une des rares paires, mine de rien, qui est stable depuis 2 ans. Ils jouent à 2, aussi parce que c'est les meilleurs, mais ils arrivent à rester forts à 2. Carrément. Et si tu avais un joueur à retenir, quelqu'un qui te fait vibrer, je sais pas, moi au tennis c'était Kyrgios, bon c'est clivant, il y en a qui le détestent, qui l'aiment, mais je sais pas si toi au paddle t'as un joueur où tu sais qu'il va être sur le terrain et tu vas vibrer parce qu'il peut te sortir n'importe quoi à n'importe quel moment. Tapia, hein. On va rester là-dessus, hein. Tapia, c'est vrai que là-dessus il a le seul petit défaut qu'on peut lui trouver, c'est que parfois il peut faire des grosses erreurs. Plusieurs fois, on l'a vu à la finale des Masters l'an dernier, je sais pas si tu t'en rappelles, où à la fin de match, ils perdent le seul match qu'ils perdent quasiment de l'année, ils partent contre Sanz Nieto, où il découpille un petit peu, il n'arrive pas à se reconcentrer, il n'arrive pas à se refocus dans le match. Et c'est là où Koyo, je pense, est hyper important pour Tapia, parce qu'il arrive à vraiment lui amener la bonne vibe pour montrer son meilleur niveau. Puis là, ils sont un petit peu en dessous depuis 2 tournois aussi, je trouve. On sent qu'il y a plus de fautes bêtes, entre guillemets, qu'ils faisaient pas avant. Là. Ils ont perdu en 8e et en demi ou en quart. Après, ils perdent sur Cardona Oxberger, qui est quand même très dangereux. Il me semble que Tapia était un peu diminué physiquement, de ce que j'ai cru comprendre. J'ai pas vu le match, donc je saurais pas trop te dire. Mais ouais, là, il y a des belles paires cette année. Ça va être une belle saison. C'est clair. Je pense qu'ils auront les moyens de revenir et de confirmer qu'ils sont les numéros 1 mondiaux. Oh oui, il n'y a pas de doute à ce niveau-là, c'est clair. Mais ça va y avoir du challenge. Ouais, et des petits jeunes qui arrivent derrière, et c'est cool parce que c'est vrai que l'année dernière, on pouvait aller en finale avant même de jouer le tournoi. C'était du Chingoto Galan, Coelho Tapia tout le temps. Là, j'ai bon espoir en tout cas qu'il y ait un petit peu plus de diversité et plus de... Je croyais pas trop en Stupa LeBron au début quand ils se sont associés à 2, et en fait je suis agréablement surpris par ce qu'ils font. Alors je suis pas un grand fan du personnage de LeBron, mais faut admettre que c'est tous les jours un top 5 mondial, à droite comme à gauche, hein, d'ailleurs. Et puis même dans le temps il dure, parce que ça fait quand même des années qu'il est là. Ouais, complètement. Bah écoute, merci beaucoup. C'était un super moment. Je sais pas si tu as quelque chose à dire, à rajouter ou... Bah non, mais merci à Extreme Paddle pour tout ce qu'ils font pour le paddle, ça évolue bien, hein, donc c'est top, c'est top. Ben merci beaucoup à toi d'être venu, d'avoir consacré du temps pour le podcast.
Pour vous, je vous dis merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. On va essayer de garder ce rythme de un podcast par mois. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok. On est aussi présent sur YouTube où on fait du test de matériel, où on fait aussi des cours. Donc si vous voulez progresser, on a notre coach diplômé d'État qui vous donne des petites astuces, des petits tips pour vous améliorer. Et voilà, à très bientôt.